Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous, et en particulier aux personnes qui rejoignent pour la première fois une activité organisée par Changement pour l'égalité, qui est un mouvement socio-pédagogique d'éducation permanente. Alors, pour traiter les questions chaudes qui touchent l'école, les apéros éducation proposent plusieurs soirées tout au long de l'année, avec une ou plusieurs courtes interventions d'acteurs et actrices suivies d'un temps d'échange, puis d'un moment convivial où l'on noue des liens et on prolonge la discussion. Alors, notre volonté au cours de ces soirées n'est pas de montrer de bonnes pratiques, mais plutôt de réfléchir ensemble sur notre système d'enseignement et nos pratiques et de voir comment agir là où nous sommes. Alors ce soir, il sera question des menaces qui pèsent sur le tronc commun. Alors que le nouveau parcours d'apprentissage termine son déploiement en primaire, la ministre Glatini remet en question que la 3e secondaire soit l'aboutissement du tronc commun polytechnique, mettant ainsi en danger les finalités poursuivies par cette réforme. Le risque est grand de maintenir la ségrégation et la relégation. Alors pourquoi un tronc commun est-il si important ? Quelles sont les résistances à l'idée d'un tronc commun long et comment s'explique-t-elle ? Comment se passe la mise en place du tronc commun dans le fondamental ? Quels problèmes pratiques rencontrent les écoles secondaires dans la perspective de sa mise en œuvre, que ce soit pour les locaux, l'emploi, et comment assurer la transition entre primaire et secondaire dans l'esprit d'un véritable école du tronc commun ? Alors, pour aborder ces questions et engager le débat, nous avons invité plusieurs intervenants et intervenantes. Tout d'abord, Marie Verhoeven, qui est professeure de sociologie à l'Université de Louvain et chercheur au GIRCEF. Marc Romainville, professeur ordinaire émérite à l'Université de Namur et ancien président de la commission des référentiels et des programmes du tronc commun. Stéphanie Delamalle, coordinatrice zonale à Charleroi. Et Valérie Légat et Valérie Pastens, qui sont toutes deux co-directrices de l'école Claire-Vive. Alors, nous abordons le contenu de l'intervention de Marie Verhoeven sera une mise en perspective socio-historique sur les racines du projet de l'école commune démocratique, les arguments pour et les détracteurs. Ensuite, elle atterrira plus sur le pacte, non pas sur les contenus curriculaires et référentiels. Cette partie sera laissée à Marc Romainville, qui a, comme je viens de le dire, présidé la commission des référentiels et des programmes du tronc commun. Et tu termineras par aussi nous rappeler quelle était l'intention du projet polytechnique. Ensuite, nous aborderons des situations de terrain à travers l'expérience vécue par Valérie Pastens et Valérie Légat, qui sont donc, comme je viens de le dire, toutes deux co-directrices d'une école fondamentale. Elles nous partageront leur expérience d'appropriation des référentiels dans leur école. Et ensuite, Stéphanie Delamalle nous présentera le projet Synergie, qui vise à mettre en réseau 33 écoles de la région de Charleroi, avec entre autres comme objectif de réfléchir au passage et à l'articulation entre le fondamental et le secondaire en vue de l'école du tronc commun. Voilà, je rappelle que chaque intervenant ou duo d'intervenants a 15 minutes et qu'au terme de ce premier round d'intervention, nous aurons un temps d'échange-débat, mais je vous expliquerai les modalités de travail par la suite. Voilà, sans plus attendre. Oui, enfin, si ça te plaît. Je vais lancer mon chronomètre. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, merci beaucoup Benoît et aux organisateurs pour l'organisation de ce débat que je trouve vraiment important. Donc, on m'a demandé de jouer le rôle de l'historienne, de la sociologue. Donc, j'espère ne pas apparaître trop hors sol, mais parvenir à vous montrer comment le débat actuel sur le tronc commun finalement réactive des vieilles questions autour de la mise en œuvre de l'école démocratique. Donc, je voudrais d'abord rappeler qu'au-delà du débat
techniques sur la mise en œuvre, ses difficultés, le temps de la réforme, etc. La question du tronc commun, c'est vraiment une question de choix de société, de choix politique. Et c'est là-dessus que je vais insister, en replaçant le débat actuel dans l'histoire longue d'une école qui finalement a été très peu commune pendant très longtemps. Et puis je rezoomerai un petit peu sur la réforme du tronc commun pour vous en présenter un petit peu les arguments clés et pour tenter de conclure quelques éléments. Alors en préambule, je ne résiste pas à vous relire un extrait du discours de Condorcet à l'Assemblée législative en 1792, au moment de la Révolution française, où on allait voter un décret sur l'instruction publique. Et voilà ce qu'il disait déjà, c'est pour vous dire à quel point l'idéal de l'école commune démocratique, il ne date pas d'hier. Donc il nous dit offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, de remplir leurs devoirs, assurer à chacun la facilité de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être appelé, de développer l'étendue de ses talents, par là établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi. Tel doit être le premier but d'une instruction nationale, et sous ce point, elle est pour la puissance publique un devoir de justice. Et puis il rappelle, voilà, il faut que par rapport aux pauvres, on puisse procurer les connaissances indispensables non fournies par les familles et garantir une instruction qui doit être universelle. Il conclut en disant, elle doit, donc l'école unique, l'école commune, dans ses divers degrés, embrasser le système entier des connaissances humaines et assurer aux hommes, dans tous les âges de la vie, la facilité de conserver leurs connaissances et d'en acquérir de nouvelles. Donc voilà donc une conception qu'on appelle en général parmi les chercheurs en histoire ou en sociologie une conception universaliste du projet de l'éducation. Ça vise tous les individus de l'espèce humaine, nous dit-il. C'est un projet égalitariste qui vise l'égalité de droits et de faits. C'est un projet compensatoire par rapport aux inégalités sociales de départ. Il y a l'idée de reconnaissance des talents de chacun et l'idée de transmission à chacun du système entier de connaissances et de développement continu des connaissances tout au long de la vie. On est en 1792 et tout est déjà là. Pourtant, l'histoire longue de l'école commune en Belgique et en Europe, évidemment, vous en doutez bien, ce projet utopique d'école commune a mis bien des décennies à ne fût-ce que commencer à s'incarner dans des structures scolaires. Jusqu'au XIXe siècle, la question de l'école commune ne se pose quasiment pas. L'école est destinée à l'élite ou à une toute petite minorité. C'est seulement au tournant du XXe siècle que l'essor du projet d'un enseignement obligatoire pour tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, va commencer vraiment à poindre, et cela au carrefour de toute une série de processus historiques, la constitution des États-nations, le développement des besoins de l'économie et la montée d'un référentiel politique héritier des Lumières, dont le discours de Condorcet est vraiment emblématique. Donc, au début du XXe siècle, l'école primaire va être la première à être finalement obligatoire. L'école obligatoire en France, c'est fin du XIXe, en Belgique, c'est 1914. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir le développement et l'essor progressif d'écoles primaires destinées aux enfants du peuple, ce qui n'était pas le cas avant, il n'y en avait pas. Mais cette école primaire n'est pas pour autant devenue tout de suite commune. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des écoles primaires destinées chacune à des fractions de classes différentes. Il y avait les écoles primaires pour le peuple, les écoles primaires pour les enfants de la bourgeoisie, et on avait une structure un peu comme ceci, où vous voyez, au fond là je parle vraiment de la structure cloisonnée du système éducatif, et ça a été le cas jusque dans les années 50. On a d'un côté les sections primaires préparatoires adossées aux athénées et aux collèges, qui étaient réservés aux enfants de l'élite et de la bourgeoisie, qui étaient différentes dans leur contenu, dans leur structure, dans leur programme, des écoles moyennes et des écoles primaires pour le peuple. Il n'y avait pas de passerelle entre eux. Donc, selon votre origine de classe, vous étiez destiné donc, à telle ou telle filière.
Bon, voilà, et donc simplement rappeler, hein, c'est cela qu'on appelle un système vraiment cloisonné, un système d'ordre prédémocratique, hein, où on a vraiment des voies séparées, hein, et c'est considéré comme légitime. Alors, c'est d'abord l'école primaire qui va être progressivement construite comme un espace commun, avec entre les années, il y a déjà des prémices dans les années 20, mais c'est surtout dans l'après-guerre, hein, on va y avoir un lent décloisonnement de ces différents types d'écoles primaires. Hein, on va prôner des passerelles, un décloisonnement, on va essayer de rendre les programmes plus communs. Et donc, les objectifs deviennent alors semblables pour tous les élèves, quelle que soit votre origine sociale. Et on a donc un principe de décloisonnement et un principe de continuité des structures, donc des possibilités de passer, hein, d'un type de système à l'autre, cette idée de passerelle qu'on retrouvera plus tard. Et les arguments politiques brandis, ils sont un peu ceux de Condorcet, hein, c'est le droit de tous à la même instruction, l'égalité des chances contre les privilèges hérités. L'idée du milieu familial émerge, hein, il y a les premiers travaux en psychologie, en pédagogie qui nous disent en fond, l'enfant a un potentiel, mais celui-ci est contraint ou potentialisé par son milieu et l'école a un devoir de compenser les inégalités liées au milieu familial. Alors, je n'aurai pas le temps de les lire tous, mais j'avais pointé des extraits de discours politiques ou de discours de pédagogues qui, dès les années 20 ou 30, sont déjà l'affirmation de ce que va être par la suite un enseignement démocratique commun pour tous jusqu'à 14 ans, hein, avec l'idée d'une école unique qui pointe dès les années 20 du côté des pédagogues, de certains hommes politiques socialistes, voilà, qui vont dire, voilà, il faut une école unique, hein, il faut introduire le principe d'une continuité dans la structure. Ils insistent aussi sur le fait qu'il faut s'opposer à la spécialisation prématurée des études, ici André Sluis, un homme politique socialiste de la Ligue de l'enseignement en 1926, qui dit il faut une chaîne ininterrompue de l'école unique, depuis le primaire jusqu'au supérieur, hein. Il faut réaliser l'égalité, il faut que chaque enfant puisse s'élever par son intelligence et son travail. Donc ces idées-là, elles sont déjà présentes dans les années 20, elles pointent vers l'idée de structure commune, de continuum pédagogique, c'est déjà ça l'idée de la chaîne de continuum qui est déjà présente, l'idée de mérite et de talent contre les obstacles artificiels, hein, de la société et l'idée de la scolarisation comme développement des aptitudes individuelles et aussi de mobilité sociale. Voilà, alors ça on est toujours au niveau du primaire et c'est surtout dans l'après-Seconde Guerre mondiale que ce projet d'une école commune va se généraliser vers jusque le niveau de l'école secondaire. Et là, sur la scène internationale, on a vraiment l'explosion d'un modèle politique, celui de l'école unique, hein, dans le secondaire jusqu'à 14-15 ans, parfois 16 ans. Et ce modèle va se développer dans plein d'endroits du monde, avec une pluralité d'arguments aussi, garantir à tous les élèves une base commune de connaissances nécessaires pour faire sa place dans la société. L'idée de socle commun est déjà là. L'idée d'égalité des chances, les besoins accrus de la main-d'œuvre, on voit que la rationalité économique participe, elle aussi, du développement de cette école commune. L'idée des talents, on retrouve encore une fois les mêmes arguments, et ça va se développer dès l'après-guerre aux États-Unis, mais aussi dans les pays du bloc socialiste, du bloc communiste. Tous ces pays vont développer une école commune jusqu'à 16 ans. Puis dans les pays asiatiques, au Royaume-Uni, la fameuse Comprehensive School, hein, dans les années 60, les pays du Nord dans les années 70, l'Italie, la Scuola Media, en France, le collège unique, etc. Et en Belgique, eh bien, entre les années 50 et les années 70, il me faudrait 2 heures pour vous l'expliquer, on va avoir toute une série de va-et-vient, je dirais, de débats politiques assez tendus, hein, entre, au fond, les tenants de ce projet d'une école commune, unique, avec l'idée de mise en équivalence des filières, par exemple, de décloisonnement, l'idée de passerelle d'une filière à l'autre,
ça va donner lieu à ce qu'on a appelé l'école multilatérale et puis le projet de l'enseignement rénové, qui en est l'aboutissement. Et de nouveau, les arguments politiques énoncés, ils sont les suivants. L'idée de différer le moment de la sélection. Il faut, au nom de l'idée de limiter les ségrégations scolaires, l'idée de différer le moment du choix, le moment de la spécialisation, le plus tard possible, également au nom de finalement insérer les jeunes dans des groupes hétérogènes. Ce sont des arguments qu'on trouve déjà dans les années 50, portés par des pédagogues, des hommes politiques. La notion de culture générale aussi apparaît, l'idée de culture générale pour tous. Il faut former tous les citoyens, quelle que soit finalement leur origine sociale, mais aussi leur destination dans la société. Tout le monde a droit à avoir cette culture commune pour former une société démocratique et donner la possibilité de tous à participer au débat public. Bon, le rénové, c'est aussi combiner ce projet assez égalitaire avec la reconnaissance de la diversité des talents. Le rénové met ça aussi au cœur de son projet. Mais il va dire l'intelligence, ce n'est pas un truc qu'on a une fois pour toutes. C'est l'idée du développement de l'intelligence comme un processus. Cette idée qu'on va passer, comme dit un sociologue anglais, Neave, on passe du modèle de la prédestination sociale, vous irez là où votre destin social vous conduit d'aller, au modèle de la rédemption, c'est Anne Van Ack, la sociologue de l'ULB, qui a dit ça, c'est-à-dire l'idée qu'il n'est jamais trop tard, on va dire, pour se rattraper, l'idée que l'intelligence, c'est l'éducabilité généralisée, l'éducabilité de tous, et que rien n'est jamais définitivement perdu, et que pour cela, il faut permettre passerelle, réorientation, etc. Alors, j'aurais bien aimé, mais on n'aura pas le temps, vous faire écouter le discours d'un certain Arnold Claus en 1975 qui défend le projet du rénové avec des termes qu'on croirait actuels, où il nous dit, en gros, si vous voulez, je pourrais diffuser le PowerPoint et vous pourrez vous amuser à cliquer sur le lien, c'est assez édifiant. Il dit, voilà, l'enseignement rénové, il est fait pour répondre aux besoins de la société, de la connaissance et de l'incertitude et du changement dans lequel nous sommes. Le monde qui bouge a besoin d'entraînement, a des compétences pour faire face à l'incertitude et au changement. Il faut pour cela changer les structures, il faut écarter les prédéterminations prématurées et il faut orienter progressivement dans un système continu. Et puis il associe ça aussi avec tout un plaidoyer pédagogique pour les pédagogies individualisées, actives, différenciées, susceptibles de contribuer à la préparation à une société démocratique. Vous voyez que on voit vraiment les continuités discursives dans l'histoire, c'est ça que je voulais vous montrer. Par contre, ce que je voulais aussi vous montrer très rapidement, c'est les oppositions, les arguments contre cette logique que je vous ai présentée ici comme un petit peu implacable, comme si c'était le rouleau compresseur du progrès. Ça n'a pas du tout été le cas. Ce projet a été sans cesse contesté, sans cesse critiqué par des arguments qu'avec mes collègues du GIRCEF, on a qualifiés, à la grosse louche peut-être, de différentialistes, par opposition au projet universaliste de l'école commune. Pourquoi différentialiste ? Ici, un petit extrait d'un politicien de 1908 qui dit « Pourquoi les mineurs ne pourraient-ils discuter en se rendant à leur travail des mérites de la pensée de Gide ? Nous nous permettons de penser qu'au point de vue professionnel, il vaut mieux que les ouvriers s'occupent de leurs machines. » Et donc, il y a toute une série d'arguments, et j'en ai pointé toute une série, qui vont être sans cesse remobilisés par des acteurs politiques conservateurs, soit libéraux, soit catholiques conservateurs, qui vont chaque fois renforcer ce qu'on appelle cette conception différentialiste. Alors, ça veut dire quoi? Quand je dis différentialiste, ça veut dire plusieurs choses. Il y a plusieurs arguments qui convergent. L'idée de dire, bon, d'abord que, j'ai mis ici quelques extraits, il y en a qui disent l'enseignement technique donc, au lieu de forcer l'enseignement technique, nous dit un prof de l'UCL de 1948, à singer l'enseignement humaniste, il faut le considérer comme préparant l'élève aux fonctions de la vie économique. Ça, c'est du différentialisme économique. La vie économique a besoin de gens différents et de compétences différentes.
Des arguments plus naturalistes aussi sur l'intelligence. Il existe une différence entre l'enseignement humaniste qui forme l'homo sapiens et le technique qui forme l'homo faber, nous disait-on. Ça vous rappelle quelque chose, hein, l'intelligence de la main, hein, ces deux formes d'enseignement sont bien distinctes et doivent le rester. D'autres qui disent qu'il faut une filière forte et une filière faible, car la formation des élites s'accommode mal de la baisse des niveaux. Hein, il faut s'occuper spécifiquement de la formation des moins doués, qui composent sans doute la majorité de l'humanité, nous disait-on, le chanoine Van Camp en 1950. Donc ce différentialisme, c'est l'idée que tous les individus, c'est une erreur là, hein, c'est justement les individus de l'espèce humaine sont divisés en classes distinctes, hein, il y a une diversité naturelle de types d'humains et de types d'intelligence, et ça doit s'incarner dans des filières différenciées qui donneront naturellement la place finalement à des places différenciées pour faire fonctionner une société qui a besoin de différence. Hein, donc c'est le différentialisme économique et social et la différenciation des intelligences qui se rencontrent. Alors dans les années 70, ce différentialisme va être renforcé par le discours du capital humain, hein, ce discours que l'éducation doit être au service de l'économie, au service de des besoins du marché du travail. Hein, et donc c'est the right man and the right place, c'est un peu la même idée, mais c'est au nom d'impératifs économiques, mais toujours avec cette idée que certains élèves sont incapables de suivre un cycle secondaire à prédominance théorique, toujours cette idée des intelligences naturelles. Alors, je vais être beaucoup trop longue, ça ne va pas. Donc, ce que je voulais surtout mettre en évidence, c'est l'enseignement rénové, voilà, on le sait, hein, vous le savez peut-être, il est un compromis entre ce projet universaliste et quand même une certaine reddition de compte aux exigences de la différenciation, mais je vais aller très très vite là-dessus. Dire que le rénové, donc vous le savez, ça a été l'allongement du tronc commun jusqu'à 14 ans, ce premier degré d'observation supposé permettre à chacun de tester des formes d'intelligence différentes, mais que ce premier degré n'a jamais totalement réussi à pleinement incarner ce projet d'école commune. Et alors, simplement, peut-être conclure en vous disant que le tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire qui a été initié par le pacte, en fait, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il s'inscrit dans la droite ligne de tous les débats que je viens de rappeler, parce qu'il propose deux choses. Non seulement l'allongement de l'école commune jusqu'à 15 ans, mais aussi une modification des contenus du curriculum pour faire place à des disciplines et des contenus jugés essentiels. Il y a trois grands arguments finalement qui ont été mobilisés pour défendre ce projet de tronc commun polytechnique, pluridisciplinaire. Un argument de poursuite de l'équité et de l'égalité des chances, un argument plus macro-sociétal qui est de dire les élèves doivent faire face aujourd'hui à la complexité et au changement, il faut de nouvelles compétences, la base des savoirs communs doit être élargie pour faire face à ces exigences communes. Et un troisième argument qui est un peu le vivre ensemble, hein, l'école comme espace de cohabitation, de coexistence sur les bancs de l'école des élèves dans une société de plus en plus propice aux divisions en tout genre. Voilà, si j'avais eu le temps, je vous aurais expliqué comment l'argument de l'équité est largement consolidé ou conforté par les recherches internationales qui montrent que l'allongement du tronc commun et que les écoles à différenciation tardive sont plus propices à diminuer la corrélation entre votre origine sociale et vos performances scolaires. Donc plus, on a des graphiques ici, voilà, qui montrent que les systèmes à orientation tardive, donc à long tronc commun, si vous voulez, eh bien, sont plus favorables à l'équité, c'est-à-dire il y a moins de corrélation entre l'origine sociale de la famille et les résultats, plus vous allez vers des systèmes à tronc commun long. Bon, c'est quelque chose qui est largement quand même démontré par des recherches comparatives internationales. Je passe les détails, mais il y a plein de références sur le PowerPoint pour ceux qui veulent aller lire ces éléments-là qui conduisent quand même à affirmer que le recours aux filières précoces
accroît bien les différences sociales face à l'éducation, en résumé. Voilà. Il y a aussi tout... Ouais, bon, tant pis, je passe. Puis il y avait ces deux arguments, ces deux autres arguments. Préparer à vivre dans un monde complexe, c'est apprendre à apprendre, voilà, avoir des compétences numériques, des compétences techniques aussi. Donc l'idée des intelligences multiples, là c'est quand même quelque chose de très important dans le pacte. J'aurai le temps peut-être d'y revenir. C'est un peu cette idée qu'il faut transformer aussi la culture scolaire de l'intérieur pour faire place à diverses formes d'intelligence et éviter l'orientation par défaut, la relégation, etc. Et puis il y a l'idée du monde commun, du faire société, de la cohésion sociale, qui est très importante aussi. Et donc, voilà, donc le débat actuel, quand on entend les discours qui viennent à l'appui de la pose du tronc commun, donc les discours qui s'opposent à la poursuite du tronc commun, notre thèse était de dire que d'une certaine manière, ces arguments réactivent la lecture différentialiste, qu'elle soit en termes d'intelligence naturelle ou qu'elle soit en termes de différenciation fonctionnelle de la société, que ça pose bien la question des missions de l'école. Quel type d'école voulons-nous ? Une école au service finalement d'un système qui doit produire des compétences différenciées ou une école plutôt au service d'un projet démocratique et universaliste. Mais voilà, j'ai déjà beaucoup débordé et on pourra revenir aux détails dans la discussion. Voilà. Je crois que tu n'as pas débordé. Je pense pas. Ouais. Bon. Si, oui. j'ai débordé. Merci. Alors moi, je vais faire un fameux bond dans le temps puisque je vais passer de Condorcet à Joël Milquet. Ben voilà, ça se mettait bien. Et je remercie beaucoup Marie parce qu'effectivement, beaucoup de choses que je voulais vaguement évoquer ont été évoquées de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus claire que ce que je ne pourrais faire. Et en particulier cette tension entre l'école commune, inclusive, qu'on dit parfois aussi, et l'école différentialiste. Donc au niveau des enjeux, je vais en rester là, sauf peut-être, si je peux me permettre, d'ajouter, tu as fait un petit inventaire des arguments au nom desquels le tronc commun a été mis en place. Je pense qu'il y en a quand même un quatrième qu'il ne faut pas négliger et qui est peut-être de nature à davantage sensibiliser le gouvernement actuel. C'est la question de l'efficacité globale de l'école. Donc, c'est sûr que tu as beaucoup évoqué depuis le projet de Condorcet l'idée que plus une école est longue, moins elle est potentiellement inégalitaire, et en particulier, plus le moment du choix de la spécialisation est tardif, plus il dépend un peu plus de l'expérience de l'élève, de plus en plus mûr, et moins des pressions de son milieu familial, etc. etc. Donc tout ça, c'est évident. Mais ce qui a été montré aussi, il y a un article de synthèse qui est assez brillant de ce point de vue-là de Jean-Paul Lambert, qui est paru dans la Revue Nouvelle. Ça s'appuie sur les travaux de Nathalie Mons en France, c'est que les systèmes éducatifs qui ont opté pour une formation commune relativement longue et relativement différenciée, donc inclusive, sont aussi ceux qui, globalement, sont les plus efficaces. Alors, efficaces, après, ça se discute, je suis le premier à discuter, mais enfin, si on prend par exemple comme critère les moyennes nationales ou communautaires, ça dépend des pays, aux tests PISA, Pearls, etc., on voit qu'il y a quand même une relation assez nette. Donc ça, c'était important. Ça veut dire que le projet de tronc commun n'est pas seulement un projet centré sur une réduction des inégalités, c'est aussi ça, bien sûr, mais c'est un projet centré aussi sur une augmentation de l'efficacité globale de formation de notre école, qui, je le rappelle quand même, n'est pas très bonne. Loin de là. Donc, parce qu'à la limite, je ne devrais pas dire ça, mais à la limite, des gens de droite pourraient revendiquer un système différentialiste s'il se montrait finalement plus efficace, de manière plus globale, en disant, tant pis, c'est le prix à payer, l'injustice par rapport à une efficacité globale. C'est absolument pas le cas. Ça, il faut le rappeler, le dire, le documenter le plus souvent possible. Bon, encore un petit bémol encore peut-être. Oui, c'est pour lancer le débat.
la question des freins qui sont opposés régulièrement par le monde économique et social, et tu as dit des impératifs de formation assez pointus, etc. Moi, j'ai été très surpris qu'au début des travaux du pacte, de la rencontrer dans les discours, en tout cas. Alors, il faut séparer les discours probablement des attentes réelles, mais dans les discours, elle était moins forte que ce que je ne pensais. Et quand vous regardez exactement ce que attendent, par exemple, les secteurs professionnels, c'est pas tellement des formations hyper pointues d'un point de vue technique ou technologique, c'est au contraire l'acquisition d'un certain nombre de compétences de base qui relèvent plus, il faut bien le dire, et ils le disent eux-mêmes, de la formation commune que d'une formation spécialisée. À telle enseigne d'ailleurs que moi j'étais quand même un petit peu inquiète quand on s'est dit, mais au fond la formation qualifiante va passer de 4 à 3 ans. Est-ce que les secteurs professionnels ne vont pas hurler en disant, en fait non, pas du tout. Nous avez, vous savez, la plupart des formations techniques ou professionnelles que nous offrons, on pouvait les offrir largement en 3 ans, dans un 4. Donc ça, c'est aussi un faux argument économique qui est avancé par certains, dont je tairai le nom. Bon, alors, donc le tronc commun, ben voilà, le cadre a été magnifiquement posé. Donc c'est un projet de formation inclusive, commune, vécu en commun. C'est un des arguments aussi importants de toutes les réformes qui ont porté sur ce genre de projet. Allongé pour des questions de lutte contre les inégalités scolaires, les inégalités sociales face à l'école, allongé aussi pour des questions d'efficacité, je viens de le dire, et en particulier, et ça c'était assez marquant dans les travaux préparatoires du pacte, sur l'ampleur du bagage commun. Moi j'ai eu la chance, la dernière année d'exercice, de faire pas mal de projets de sensibilisation au changement climatique dans l'enseignement qualifiant. J'ai été quand même très très surpris qu'en réalité, un certain nombre d'élèves qui pourtant avaient potentiellement à leur disposition un certain nombre de leviers d'action dans le métier auquel se préparaient, n'étaient pas suffisamment armés, mais intellectuellement, pour comprendre le changement climatique et comprendre en quoi le changement climatique avait des implications personnelles, le tri des déchets, ça tout le monde a compris, mais aussi professionnelles, quand vous travaillez le bois, la mécanique et des choses comme ça. Et donc, on se dit au fond, cette sensibilisation-là, elle doit être bien ancrée sur la base de connaissances scientifiques, sur la base de connaissances politiques, géographiques, physiques, etc., pour l'ensemble des citoyens, avant qu'ils ne se spécialisent dans une filière particulière, a fortiori si la filière en question, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une filière littéraire, ne reviendra plus beaucoup sur la question du changement climatique en cours de route. Donc, deuxième exemple quand même, c'est évidemment, et on a poussé pour que ce soit présent dans la formation manuelle technique, technologique et numérique, c'est la question de l'esprit critique face à des informations numériques. On ne voit pas pourquoi on dirait, ben oui, c'est important pour ceux qui font la transition et pas pour ceux qui font le qualifiant. Ça n'a strictement aucun sens, puisque l'avenir de la démocratie est lié à la capacité justement de décoder les pièges qui sont tendus par la société. Donc il y avait quand même cette idée de se dire, bon ok, cette préparation du citoyen, elle est quand même aussi tellement plus lourde, et peut-être encore plus lourde qu'avant, et peut-être encore plus lourde qu'au début du XXe siècle, qu'il faut effectivement la développer en commun. Donc, et c'est la raison pour laquelle, ça tout le monde le sait ici, d'autant qu'il y a des personnes qui ont participé de très près à l'élaboration du tronc commun, c'est la raison pour laquelle, et ça s'il faut le redire aussi, un tronc commun ce n'est pas que des nouveaux référentiels. Ça c'est la fin, ça, d'accord ? Un tronc commun c'est d'abord la définition qui a été faite de domaine d'apprentissage, d'accord ? Et puis surtout d'équilibre entre les domaines. Qu'est-ce qui va compter, qu'est-ce qui ne va pas compter, qu'est-ce qui va être revalorisé. Et j'ai eu l'occasion de le redire il n'y a pas très très longtemps à une ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous aurez remarqué que la réorganisation, le réaménagement des domaines correspond aux objectifs du tronc commun. S'il y a davantage de périodes d'éducation culturelle et artistique, en secondaire en tout cas, ce n'est pas... évidemment que tout le monde ici aime l'art et la culture, ce n'est pas la question, c'est parce que c'est un des fondements de ce qui pourra suivre aussi en matière d'enseignement artistique, mais c'est aussi un élément d'un bagage commun, vous me suivez. Idem pour l'EPS, où on a ajouté santé, parce que c'est de nouveau quelque chose qui est assez commun, et idem d'ailleurs pour la formation manuelle, technique et technologique. Et donc,
la répartition et des domaines et des périodes, et la promesse qui a été faite, M. Hubien s'en souvient, par l'avis numéro 3, que le certificat de tronc commun sera octroyé sur la base de la validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences de l'ensemble des domaines, change quand même la donne, puisque ce n'est plus l'enseignement primaire tel qu'on l'a connu encore au cours du XXe siècle, qui était, si on y regarde bien d'un peu près, était un enseignement qui est en fait préparatoire à l'enseignement dit d'ailleurs général, avec essentiellement 2 matières sacrées, français et maths, lire, écrire, calculer. Bon, bref. C'est une petite blague, ça en passant. Bon. Allongé, pluridisciplinaire, technique. Alors, ça veut dire que, ça j'insiste et on en est convaincu, mais je pense que le message à l'extérieur doit passer, ce n'est pas une question de réorganisation année par année. C'est un projet qui porte sur, je dirais, au moins 9 ans, et en réalité un peu plus, puisque les travaux ont commencé par la confection du premier référentiel maternel, vous vous souvenez, et il y a eu quand même un sérieux travail aussi de tuilage entre le référentiel maternel et les 9 référentiels, si mes souvenirs sont bons, ou les 10, disciplinaires du tronc commun. Donc, vous voyez la structure, réaménagement des domaines, réaménagement des grilles horaires avec des évolutions quand même, et à partir de là, et c'est le cahier des charges que les groupes de rédaction des référentiels ont reçu, élaboration d'un référentiel, pas pour la P1, P2, pour l'ensemble du parcours. Quand on fait une réforme à l'université, on fait un nouveau master, ou on fait un nouveau baccalauréat, on pense le baccalauréat, on se dit de quoi est-ce que les étudiants ont besoin censément pour être convenablement formés, et puis seulement après, on répartit les connaissances et les compétences sur l'année 1, l'année 2, l'année 3, le master 1, le master 2. Vous voyez ? C'est pas, on fait le 1, puis on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire en 2 ? Oh, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire en 3 ? D'accord ? Donc, je me demande, je pose la question ce soir, qu'est-ce que ça veut dire suspendre la 3e ? D'un point de vue organisationnel et cohérence pédagogique, je pense que je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire, en toute honnêteté. Je suis prêt à discuter avec tout le monde, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que les élèves qui sont entrés dans un parcours d'apprentissage censément être cohérents l'arrêtent à une année près, passe à un CE, un D adapté, vous voyez ce que je veux dire, et puis tombe sur une 3e qui avait été pensée à l'époque quand même comme une année de spécialisation en fonction des seuls textes législatifs disponibles à l'époque, c'est-à-dire les socles de compétences. Il faut quand même mesurer à quel point on fait un retour, pas seulement de 10 ans, mais quasiment de 20 ans. Donc ça, c'est quand même un élément important. Il me reste combien de temps ? 3 minutes. Vous êtes dur, vous. Ah ouais. Non, vous êtes un habile négociateur. Alors, pour se projeter dans l'avenir, parce que c'est quand même l'avenir qui nous inquiète, moi je dirais que tout l'enjeu, et ça je peux effectivement comprendre, c'est aussi le principe même de la vie démocratique, une nouvelle majorité a potentiellement de nouvelles orientations. A priori, c'est ça la démocratie. Et on peut d'ailleurs entendre effectivement qu'un certain nombre d'aménagements et d'améliorations du projet pourraient être retenus. Je pense notamment à quelque chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment développé, c'est la fonction d'accompagnement à l'orientation de la fin du tronc commun. Donc, il n'est pas question d'avoir un tronc commun qui oriente, ça on est d'accord, mais par contre, tout le monde s'accorde à dire que, particulièrement les dernières années, même si toutes les années contribuent à ça, elles devraient enrichir, favoriser la réflexion du jeune sur quelles sont ses forces, ses intérêts, ses projets, etc. etc. C'est quelque chose qui existe, il y a une rubrique particulière qui avait d'ailleurs été apportée, le 3e domaine avait d'ailleurs été apporté par le nouveau partenaire gouvernemental de l'époque, c'est quelque chose qui effectivement est important,
Et on pourrait imaginer, des pistes sont possibles, hein, qu'un certain nombre de périodes, par exemple, soient attribuées à cette fonction d'accompagnement à l'orientation. Je pense notamment à ce qui se fait, par exemple, en France, à la fin du collège. Vous avez les semaines de stage, hein, où les élèves suivent un ou deux professionnels qui exercent dans un domaine, dans un métier, dans un groupe de métiers qui est assez proche de l'orientation qu'ils souhaiteraient choisir. On avait d'ailleurs, ça existe toujours, hein, donc on peut le ressortir, un projet dans les cartons de grille horaire pour la S2, S3, où en P90, en tout cas, on avait dégagé 4 périodes pour justement des activités d'orientation, et pour ne pas que ce soit préorientant, aucune des options de 4e ne pouvait exiger le choix d'une activité d'exploration particulière, et l'élève devait choisir 2 activités d'exploration dans 2 domaines assez différents. Alors, dans le même domaine, je dirais, professionnel, mais avec 2 orientations différentes. Une où il découvrirait des métiers qui seraient plutôt accessibles via la voie qualifiante, et une qui serait plutôt accessible via la voie de transition. Bon, imaginez par exemple un métier technique en montrant, en suivant d'un côté un ingénieur industriel ou un architecte, et de l'autre un mécanicien, un automaticien, etc., de manière à ce qu'il n'y ait pas de pré-choix qui indique clairement, bon, et puis pour des raisons de complexité organisationnelle et de crainte aussi, évidemment, toutes les écoles n'offrent pas les mêmes types d'activités d'exploration. C'est ce qui s'est passé avec les, comment on appelle ça, les activités complémentaires du premier degré, où je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un établissement qui offrait une activité complémentaire, 4 périodes de latin. Bon, alors ça pose son homme, hein, comme on dit. Donc, mais enfin, il y avait peut-être moyen, il y a toujours moyen de mettre des balises quand même administratives pour ce genre de choses. Donc, ok, réaménager sans doute la S3 pour que, par exemple, la fonction d'accompagnement d'orientation soit développée davantage, mais être très attentif que ce faisant, on ne détricote pas les principes, les modalités organisationnelles et donc les valeurs qui sont en dessous des choix qui ont été posés plus tard. Et ça suppose évidemment, je devrais dire que ça supposerait que les acteurs, comme on les appelle, soient relativement unanimes face au pouvoir politique et effectivement se rencontrent sur l'idée d'un appui continu dans le temps du projet de formation commune et qui n'est pas, et qu'on n'observe pas des tensions entre ces différents acteurs pour des raisons diverses et variées, hein, de préservation de l'emploi, de préservation de caractéristiques spécifiques à certains réseaux, etc. Et alors là, ce sera la détricotage, parce que j'ai peur à ce moment-là que le pouvoir politique ne profite, hein, c'est un peu ce qui se dit aussi, d'une espèce de non-adhésion, finalement, X années après la création du Front commun, pour dire, ben, voyez bien, ils ne sont même pas d'accord entre eux pour le prolonger, donc il n'y a pas de raison de le prolonger. Merci pour les 3 minutes supplémentaires. Vous voyez que j'étais particulièrement rapide. Donc bonjour à tous. Donc Valérie et moi, on est co-directrices de l'école Claire-Vivre, donc qui est une école communale fondamentale à pédagogie Freinet. Donc on nous a demandé aujourd'hui de témoigner pour partager la manière dont notre équipe éducative s'est progressivement appropriée les contenus et référentiels du tronc commun. C'est une appropriation qui n'a bien sûr rien de linéaire, puisque à Claire-Vivre, le rythme est celui des enfants, des réalités sociales et humaines, et des postures pédagogiques qui refusent le formatage. Donc pour nous, une école, ce n'est pas un modèle figé, c'est un organisme vivant, et toute réforme doit composer avec cela. Donc,
par rapport à la présentation de notre école. Donc, comme je l'ai dit, on est une école à pédagogie Freinet. Donc, nos élèves sont actifs dans leurs apprentissages, ils tâtonnent par essai-erreur, les projets émergent de leur questionnement et nous construisons une école qui se veut coopérative. Pour dresser un peu le portrait, donc on accueille une population scolaire qui est très diversifiée. Donc, on a un ISE 11 pour les classes de maternelle 5-8 et 13 pour les grandes classes. On bénéficie donc d'un public qui est très hétérogène d'un point de vue mixité sociale, mais aussi d'un nombre très élevé d'élèves à besoins spécifiques, puisque presque 15% de notre population scolaire est en inclusion, donc pourvu d'un protocole d'aménagement raisonnable. Donc nos élèves viennent parfois de loin, avec des parcours migratoires, émotionnels ou médicaux très complexes. Alors cela signifie évidemment que nos équipes, elles travaillent chaque jour pour répondre à des besoins qui dépassent largement les contenus scolaires. L'apprentissage de la langue orale, par exemple, est un enjeu fondamental, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais l'apprentissage des codes scolaires, de la culture scolaire et du devenir élève est tout aussi importante pour nous. Et donc ce sont des préalables à toutes les acquisitions plus formelles et ce sont souvent des compétences dont le temps de mise en place n'a pas été pris en compte dans les référentiels. Donc par rapport aux intentions de la réforme, donc le tronc commun, on l'a déjà dit, mais donc ambitionne vraiment plus d'équité, lutter contre les inégalités sociales est vraiment une base solide pour tous et ce sont bien entendu des objectifs que nous partageons en tant que direction, en tant qu'équipe et puis en tant qu'école engagée dans l'accompagnement de tous les élèves. Mais évidemment, notre réalité nous oblige à composer avec une série de défis structurels dont j'ai déjà parlé, la diversité des besoins des élèves en inclusion, l'hétérogénéité des classes grandissantes, qui dépasse parfois donc le cadre disciplinaire, et surtout une densité des référentiels avec l'impression d'un idéal inatteignable. Donc nous croyons que la réussite de cette réforme passe par la reconnaissance aussi de ces réalités singulières et parfois complexes dans les écoles. Un simple exemple, par exemple, l'étude des fonctions grammaticales en primaire. Ça peut devenir évidemment un obstacle quand vous avez une classe avec la moitié d'un groupe qui n'a pas acquis le vocabulaire courant, ce qui est souvent quand même le cas des élèves allophones qui se retrouvent dans les écoles à indice socio-économique plus faible. Donc on trouve qu'effectivement le cap est bon, mais que la marche est très haute pour les écoles sur le terrain. Voilà. Alors, on va partir sur le terrain et parler de la mise en œuvre qui a déjà commencé pour les plus petites classes de maternelle, les premières primaires et les deuxièmes et les troisièmes. Et on a à Clairvivre comme particularité d'avoir des classes qui sont verticales et en pédagogie Freinet. Alors, pour cette mise en œuvre, on a décidé qu'elle était progressive, qu'on prenne tous bien le temps, que les enseignants puissent prendre le temps de s'approprier tout ce qui était demandé dans le tronc commun. Et ce qui nous guide, c'est notre plan d'action qui a été choisi au travers du plan de pilotage. C'est notre guide. Et tu peux changer de slide. Pour s'approprier les référentiels, qui est un des deux axes majeurs de cette appropriation, il ne fallait pas, la grande inquiétude des enseignants, c'était de perdre son identité en pédagogie Freinet au profit de contenus et de savoirs très figés. Donc, au travers du plan d'action, qu'est-ce qui a été choisi? C'était chaque fois d'avoir un regard croisé. Donc, les enseignants prennent en charge et organisent des cafés pédagogiques où là, ils parlent avec leur tripes vraiment, c'est-à-dire qu'on parle de pédagogie Freinet, de pratiques qui sont vraiment propres à notre école. Et puis, on passe après par les formations qui sont proposées par l'IFPC pour s'approprier les référentiels, par les formations du CECP pour s'approprier les programmes, et aussi, lors de nos journées de conférences pédagogiques, là, on en profite aussi pour inviter des pédagogues qui nous tiennent à cœur, comme Philippe Mérieux, Nicolas Gau, mais qui sont en lien avec notre école. On a retravaillé nos critères d'évaluation pour avoir des critères communs, des intentions d'évaluation qui étaient communes. Et on a pris le prisme de notre pédagogie, c'est-à-dire qu'au lieu de partir
des référentiels. On a pris comme point de départ les intentions chères à notre pédagogie, donc la coopération, l'expression libre, la coopération entre élèves. Et après, on a refait le lien avec les référentiels. Et donc, c'est un travail qui prend du temps. C'est pour ça que c'est progressif. Voilà. Le travail des directions, c'est d'arriver à chaque fois à avoir les deux repères. C'est-à-dire qu'on regarde une pratique qui va améliorer un savoir qui avait été repéré quand on avait analysé le plan de pilotage, mais on va améliorer ce savoir au travers d'une pratique Freinet. Et en tant que direction, quand on refait un entretien avec nos enseignants, on refait le lien avec ces référentiels à chaque fois, parce que sur le terrain, il faut savoir qu'on doit parfois apprendre à une enseignante à utiliser le référentiel. Il y a parfois des personnes qui sont assez hermétiques à tout ce qui est numérique, et donc ça fait partie aussi de cette mise en œuvre pour les directions d'école. Alors, et puis il y a le deuxième levier du tronc commun qui est l'approche évolutive de l'enfant, qui va passer par une approche évolutive de l'évaluation aussi, puisque chez nous, l'évaluation est formative, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de compétition. On a les élèves qui apprennent à s'évaluer par eux-mêmes, qui ont des auto-évaluations, il y a l'évaluation des pairs et de l'enseignant aussi, mais c'est aussi un processus qui prend du temps. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas accroché à des années et des attendus pour chacun de nos élèves. On laisse le temps à chaque élève d'évoluer à son rythme. Et c'est vrai qu'à force de manipulation et de tâtonnement, on voit des élèves chez les plus grands qui se révèlent en 5e ou en 6e primaire. Donc, c'est un point d'attention pour nous aussi. Les classes verticales qui aident à la coopération. On peut renforcer ses apprentissages, on peut retourner dans un autre groupe de niveau pour retravailler une notion qu'on n'a pas bien comprise. On n'a pas de maintien dans notre école, c'est exceptionnel que ça arrive puisqu'on avance avec nos élèves au cas par cas. Alors, qu'est-ce qui est apporté comme soutien? Bien, on a les périodes FLA, là c'est un vrai casse-tête, c'est-à-dire qu'on doit prendre un temps considérable à la rentrée pour faire passer des tests FLA qui vont nous apporter des dixièmes de période et peut-être que mis bout à bout, on va obtenir 2 ou 3 périodes pour aider des élèves en grosse difficulté. Donc, c'est vrai que cette année, on a laissé tomber. En fait, c'est une trop grosse charge de travail pour ce que ça nous apporte. On profite pleinement des périodes d'accompagnement personnalisées qui sont utilisées vraiment en fonction des enseignantes et des besoins de façon très différente, que ce soit au sein d'une même classe, comme c'est proposé dans les circulaires, mais aussi par groupe de niveau, vu qu'on est dans des classes verticales. Donc, du coup, c'est une exception pour nous. On peut aussi organiser des regroupements par année. Ce qu'on trouve très peu lisible et pénible et décourageant, c'est la fameuse application DAC. C'est une utilisation complexe pour tous les intervenants, je trouve, que ce soit les enseignants, les directions, les parents, avec des périodes bien définies pour pouvoir y avoir accès, des données qui sont introduites, qui sont perdues. Ça perd un peu de son sens pour nous et c'est assez décourageant. Pour exemple, en fait, Clairvivre a été scindé en deux pour qu'il y ait 2 directions du coup. Et quand les dossiers des P2 passent chez moi, bah, ils sont vides. Voilà. Alors que nos élèves sont sur la même implantation et que pour eux, ils restent dans la même école en fait. Mais dans les dossiers DAC, bah, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, on a beaucoup de soutien du pôle territorial, de notre PMS, mais en attendant, sur le terrain, ce n'est pas suffisant.
On a toujours gardé les élèves ayant des grosses difficultés au sein de notre école, mais le gros découragement, c'est des enfants qui ont des troubles sévères pour lesquels les écoles n'ont aucun levier. On attend que les parents puissent accepter ce genre de situation très difficile, mais ça prend parfois beaucoup de temps et ça nous inquiète parce que on a des classes qui sont en souffrance, des enseignants en souffrance et souvent l'enfant concerné l'est lui aussi. Mais par rapport à d'autres écoles qui pratiquaient avant beaucoup l'intégration et qui est une pratique, je pense, qui fonctionnait très bien, l'école Clairvive, c'était une école où l'intégration était impossible parce qu'à l'époque, en fait, il fallait qu'il y ait une école, en tout cas, c'était plus simple que l'école spécialisée se trouve sur le territoire communal. Or, à Yver, il n'y avait pas d'école spécialisée, ce qui fait que les écoles spécialisées faisaient des intégrations dans les écoles de leur PO. Donc, nous, en fait, on vient de rien. Et là, on a les pôles. Donc, nous, on voit quand même une différence. On est quand même aidé par les pôles. Et par rapport au fait qu'avant, on n'avait rien du tout, ben là, maintenant, on a quand même des gens qui viennent pour faire des listes et et nous offrir et mettre en place des pictogrammes. Mais, oui, voilà. Mais c'est mieux que quand on n'avait pas de liste. Voilà. Voilà. Mais bon, on prend tout ce qu'il y a à prendre, hein, ça nous aide quand même parfois. Les résistances et les tensions pour les enseignants, mais c'est pas vraiment un rejet idéologique du tronc commun, ou c'est vraiment des inquiétudes plutôt parce que les enseignants pointent une surcharge de travail. Valérie l'a dit, la densité des référentiels, la multiplication des documents, le manque de temps. C'est vrai que on a remarqué, on doit maintenant organiser nos réunions de travail collaboratif sur 60 périodes, mais on a l'impression que ces périodes sont un peu prises en otage par les syndicats, c'est-à-dire que la direction a droit à 20 périodes qu'on peut planifier sur l'année, et les 40 autres périodes sont placées par les enseignants et en autonomie. Ça devient difficile pour nous, par exemple, d'organiser une réunion en urgence puisqu'elle n'est pas planifiée et validée en copalogue. Donc ce sont tous des petits détails, mais sur les terrains, ça alourdit la charge, la difficulté plutôt pour mettre tout ça en place. Une inquiétude, c'est cette standardisation qui peut être vécue comme une perte de liberté pédagogique. Et alors, c'est propre à notre pédagogie, mais on a une allergie à tout ce qui est chiffré. Et alors, on a du mal avec les indicateurs, les valeurs cibles, les tableaux, les injonctions numériques. Tout ça est assez mal vécu. Mais bon, donc nous, notre position, évidemment, en tant que direction, c'était vraiment de pouvoir traduire tout ce qui était référentiel, application, tout ce dont Valérie a parlé vis-à-vis de notre équipe. Voilà, ils prennent le train en route, mais ça met du temps. Là, on est arrivé, on est dans l'entrée du tronc commun en 5e. L'année prochaine, c'est donc les 6e. Voilà, en 3e, 4e, il y a cette appropriation des référentiels qui se fait progressivement. Mais on reste quand même garante du respect du rythme de notre équipe, qui n'est peut-être pas le rythme que voudrait la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais voilà, c'est une réalité de terrain aussi. On préserve notre identité pédagogique. Et du coup, pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait un dialogue entre les prescriptions qui sont faites par le pouvoir régulateur et le terrain. Et c'est vrai que, voilà, avec nos DCO, on peut quand même avoir une discussion, que ce soit les directions ou les équipes, avec maintenant le pouvoir régulateur. Donc ça permet quand même de pouvoir aussi exposer nos difficultés et qu'elles soient prises en compte, en fonction du DCO, je pense, mais en tout cas, nous, elles sont prises en compte. Et donc, voilà, ça nous semble important de terminer sur cette petite phrase de notre pédagogue qui dit que ce n'est pas l'enfant qui doit se plier à l'école, mais c'est bien l'école qui doit s'adapter à l'enfant. Voilà, merci. Alors,
Peut-être juste vous contextualiser un peu ma fonction. Donc, c'est vraiment très localisé. C'est dans la région de Charleroi, dans le réseau libre secondaire. Donc, il y a 33 écoles qui ont mutualisé des heures pour me nommer, pour coordonner certains projets, avec l'idée de pouvoir mener des ponts entre différents niveaux. Donc, les deux grandes missions, c'était évidemment pouvoir anticiper le tronc commun dans le secondaire, essayer de pouvoir soutenir, accompagner les équipes éducatives et les directions, amener le sens de ce tronc commun, pouvoir établir différentes collaborations, pouvoir aussi initier des formations des équipes éducatives et essayer d'établir une synergie avec des écoles fondamentales. Et l'autre pendant, c'est aussi évidemment le soutien des jeunes. Donc l'idée, c'est vraiment, quand je parlais de pont, c'est de parler des différents niveaux. C'est vraiment systémique, c'est-à-dire on part de nos jeunes avec notamment une SBL Rond-Point qui est un service pour le soutien des jeunes en décrochage scolaire. Donc on a leur point de vue, on essaie de dessiner aussi du lien avec des AMO de la région de Charleroi pour pouvoir mettre en place justement par rapport à ces difficultés qu'on peut rencontrer avec ces jeunes et qu'on ne sait pas toujours prendre en charge non plus dans les classes. Et pouvoir aussi soutenir les assistants sociaux de nos dispositifs internes d'accrochage scolaire dans certaines écoles, avec évidemment aussi une ouverture sur ce qui se fait ailleurs pour essayer de venir nourrir nos pratiques. Quelques informations, les atouts de nos projets, c'est vraiment la collaboration. Donc nous, on veut vraiment miser là-dessus. Je pense que la zone 10 est assez précurseur en la matière, pas mal de projets communs et notamment inter-écoles, pour amener des équipes éducatives à se rendre compte de réalités vécues aussi dans d'autres écoles. C'est-à-dire que dans les 33 écoles, il y a des écoles générales, des écoles qualifiantes, des écoles spécialisées, avec des réalités de terrain différentes, avec des cultures et une population scolaire différente, et donc c'est assez riche pour nourrir nos réflexions. Des idées innovantes, parce que là aussi, on essaye de tenir compte de la recherche. On invite aussi des personnes, on n'a pas encore invité M. Mérieux, mais par contre, on a invité notamment Bernard Delvaux du GIRCEF. On a invité aussi Daniel Favre, qui est connu au niveau des neurosciences et qui nous parle de la courbe d'apprentissage et des systèmes de motivation. Et on essaye aussi de développer différentes stratégies, donc former des enseignants à une palette pédagogique diversifiée pour justement essayer de soutenir l'hétérogénéité des classes. Alors, le premier projet, c'est vraiment Synergie. Donc, ce projet, il est né en 2006. L'idée, c'était de pouvoir essayer de mieux harmoniser le passage entre le fondamental et la première secondaire, parce qu'on se rendait compte finalement que les élèves avaient des difficultés entre ce passage-là. Certains élèves étaient bons dans le fondamental, arrivaient en première secondaire, ils étaient perdus. Le choix de l'école n'était peut-être pas forcément judicieux parce qu'il n'avait pas été repensé. Et donc, c'est comme ça qu'un groupe de 8 écoles, 8 directions d'écoles avec leurs PMS associés, se sont dit on va essayer de créer un groupe Synergie avec 3 axes de travail. Le premier, c'était de se dire on va essayer finalement d'harmoniser les informations qu'on communique à nos équipes éducatives. Et donc, on transmettait des informations à la fois aux enseignants du fondamental et aux enseignants du premier degré. Aussi la question de l'orientation, comment on peut réfléchir autour de cette question pour orienter les élèves dans le secondaire. Et ensuite, aussi l'idée de se dire, tiens, finalement, on travaille avec des élèves, on a chacun des outils, des formations. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça en commun pour essayer de viser un alignement pédagogique, une certaine continuité et éviter la rupture fondamentale secondaire? Donc à partir de 2017, il y a déjà une première rencontre entre les différents acteurs. Et puis vous voyez un peu au niveau du calendrier, depuis 2017, il y a plusieurs journées qui se sont organisées pour pouvoir travailler autour de certaines thématiques. Il y a eu la thématique de la mémorisation, il y a eu aussi une thématique au niveau du PIA, au niveau des caractéristiques d'un élève en difficulté. Et voilà, à chaque fois, on s'est rendu compte, finalement, on avait des acteurs des PMS, du secondaire, et parfois, au niveau du fondamental, ce n'était pas toujours facile de les avoir avec nous parce que dans le fondamental, on ne peut pas quitter sa classe si facilement que ça. Et donc, on a essayé aussi d'établir un partenariat avec les hautes écoles de l'Overval et de Gosselies pour faire en sorte que des élèves stagiaires
puissent venir remplacer lors des journées de rencontres les instituteurs dans leur classe. Comme ça, eux, ça fait une journée de stage et les enseignants pouvaient du coup venir échanger avec nous, membres de l'enseignement secondaire. Ça, c'est pour les journées de formation. Alors, à partir de 2016, il y a aussi l'idée de se dire, tiens, finalement, lorsqu'on échange avec les collègues du fondamental, on se rend compte qu'il y a déjà énormément de choses qui se mettent en place. Et c'est bête parfois de se dire, on réinvente la roue arrivé en secondaire, c'est comme si rien n'avait existé auparavant. Et donc, on a créé un peu le précurseur du DAC, mais en beaucoup moins lourd et plus facile à compléter ce document, ici qu'on appelait le document de transmission d'informations pédagogiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une inscription dans l'enseignement secondaire, il y a une demande à l'école fondamentale. Une demande, évidemment, c'est pas contraignant, donc ça c'est peut-être un peu le défaut, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas toujours les informations, mais en tout cas, on essaie de les demander. C'est d'avoir des informations sur le parcours du jeune, de voir ce qui a déjà été mis en place, s'il y a des difficultés auprès des élèves, d'essayer de savoir aussi au niveau des matières, alors là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément les résultats du CEB, mais c'est davantage de savoir quelles sont les forces et quels sont les points à améliorer chez les élèves en fonction des matières du CEB. Et alors, en tout, vous voyez, on a aussi un accent sur les compétences transversales. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, nous, à partir de la première secondaire, pour mettre en place le PIA de l'élève. Et encore une fois, essayer de partir des pratiques gagnantes du fondamental, voir ce qui a fonctionné avec l'élève pour amener une continuité et soutenir au mieux l'élève dans sa réussite. Alors, de nouveau, je vous montre d'autres choses. Il y avait eu aussi sur l'évaluation, sur la communication de ce fameux document. On a mis un focus en 2019 parce que voilà, on voyait qu'il fallait le temps que les choses prennent. Et donc, ce document n'était pas toujours remis. On s'est rendu compte qu'on faisait la demande de documents en septembre pour les élèves pour rédiger le PIA dans le secondaire, sauf que les enseignants du fondamental, en juin, ils ont fini avec ces élèves-là. Et donc, maintenant, on s'est adapté, c'est en juin qu'on demande aux enseignants de pouvoir compléter le document. Et donc, eux, finalement, c'est facile parce qu'ils ont les informations, ça se complète facilement et puis ils nous le transmettent. Donc voilà, ça c'est pour une meilleure efficacité. À partir de 2022, on s'est aussi dit, tiens, finalement, le tronc commun, il y avait un groupe Synergie du côté de Gosselies, un autre du côté de Charleroi. On s'est dit, on va tous se recentrer et travailler autour de la thématique du fameux tronc commun. Et donc, l'année passée, on a organisé un congrès, 2 jours, avec aussi de nouveaux partenariats, c'est-à-dire qu'à la base, il y avait des écoles secondaires et fondamentales et leur PMS. On a aussi inclus dans notre groupe de travail des coordinateurs des pôles territoriaux. Et pour animer ce congrès, on a aussi fait appel à des formateurs de l'IFEC et à des membres de la CSA du CEGEC, vu qu'on est du réseau libre. L'idée, c'est vraiment avoir une synergie entre les différents acteurs. Le lieu n'était pas anodin, on a fait ça à la LA parce qu'on a aussi demandé à une enseignante de la LA de nous dire, tiens, finalement, le tronc commun, OK, on doit mettre des choses en place, nous, sur le terrain, mais vous, comment est-ce que vous allez former les futurs enseignants? Donc, on a voulu vraiment essayer de penser à l'ensemble des acteurs pour pouvoir soutenir les acteurs de terrain, à savoir les équipes éducatives. Ce congrès, ça a été l'occasion de pouvoir vraiment refaire le point sur ce qu'est le tronc commun, quels sont les attendus, notamment en termes d'approche évolutive. On a un peu parlé de la différenciation et de l'observation. Et cette année, on s'est davantage centré sur l'anticipation pour mieux différencier. Pourquoi ce choix? Parce qu'on s'est rendu compte que les enseignants se disaient, mais avec une classe hétérogène, je ne m'en sortirai jamais si je dois faire des aménagements pour tout le monde. Et là, on s'est dit, ah mince, en fait, ils ont un peu... C'était pas clair pour eux ce qu'on attendait. Quand on demande de la différenciation, on ne demande pas de l'individualisation. Et ça, c'est important de pouvoir bien faire la différence. Et donc, pour pouvoir différencier, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la conception universelle des apprentissages. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui va vraiment être utile pour un maximum d'élèves avant d'en arriver à un point plus important, plus petit au niveau de la pyramide, des aménagements pour certains, avec un soutien, des pôles, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre pour la base commune? Voilà un petit peu nos journées d'échange à ce sujet.
Alors juste pour dire aussi, ça touche combien en termes de chiffres, hein. L'année passée, on était plus de 160 participants. Cette année, on était 120. L'année passée, ça touchait 30 écoles secondaires et 13 écoles fondamentales. Cette année, on était à 22 écoles secondaires touchées et 9 écoles fondamentales. Alors, avec évidemment l'idée de se dire, on fait ça à la Loverval, on a un auditoire qui ne peut pas accueillir plus de 160 personnes et donc on doit limiter. On a limité à 4 personnes par école pour essayer d'offrir la chance à tout le monde de pouvoir participer à ça. Et alors là aussi où je mets un point d'honneur et je trouve que c'est assez positif, c'est de se dire, dans ces journées d'échange, on pense à tous les acteurs de l'enseignement, mais on voulait aussi penser aux élèves. Et donc pour les valoriser, par exemple, on fait appel à des élèves de nos sections qualifiantes dans nos écoles secondaires. Certains élèves font l'accueil des participants, d'autres s'occupent du catering. Et donc c'est aussi une manière de les reconnaître, de les valoriser. Donc on les félicite au début, on met des photos sur les réseaux pour montrer un peu qu'ils participent aussi à ça. Donc voilà, je pense qu'on n'oublie personne à ce niveau-là. Au niveau des journées, c'est assez riche. Maintenant, c'est vrai que c'est des moments d'échange qui sont importants. On parlait du manque de temps, mais ça, ce sont des moments qui permettent de faire avancer les choses, qui permettent aussi pour certains de se rassurer, de dire « Ah ben voilà, en fait, je ne dois pas tout réinventer, il y a des choses que je faisais déjà bien, ben oui, et continue comme ça. » Ça, c'est important. Les enseignants, je trouve, en tout cas, dans ceux qu'on côtoie, ils ont besoin aussi de pouvoir être rassurés par rapport à des choses qui fonctionnent bien. Alors, à côté de ce projet Synergie, comment est-ce qu'on essaie de pouvoir aussi anticiper le tronc commun dans le secondaire? C'est notamment par rapport à des formations. Donc, je le disais, je travaille avec 2 collaboratrices au niveau de la zone 10. Une, Virginie Matthews, qui est formatrice en gestion mentale. Et donc là, c'est pour soutenir les enseignants dans l'apprendre à apprendre. OK, c'est une compétence transversale, c'est un domaine qu'on va devoir mettre en œuvre aussi dans l'ensemble des cours, mais finalement, c'est quoi apprendre à apprendre? Quelles sont les stratégies métacognitives à avoir? On soutient les enseignants pour qu'ensuite, ça puisse faire tache d'huile auprès des élèves. Pareil au niveau de l'éducation au choix. L'éducation au choix, ce n'est pas juste une orientation d'un métier ou d'une filière, c'est aussi apprendre à pouvoir donner du sens, apprendre à se connaître, ses forces, ses faiblesses, se connaître soi dans une société, un environnement, etc. Et donc, c'est aussi former les enseignants à ça, voir comment, dans chacune des disciplines, on peut aussi faire un peu d'éducation au choix. C'est aussi, depuis cette année, on offre un soutien développement professionnel aux enseignants avec l'énéagramme. Là, c'est un outil finalement de développement personnel au service du développement professionnel. C'est savoir finalement, moi, comment je fonctionne et comment les autres fonctionnent. Ça permet aussi de travailler un peu la posture qu'on peut adopter avec les élèves, avec ses collègues, parce que, OK, il faut faire du travail collaboratif, ça ne va pas de soi, ce n'est pas simple, et donc, effectivement, il y a des choses, des balises en amont à mettre en œuvre avant de pouvoir entamer un travail collaboratif de qualité. À côté de ça, on se dit, mais tiens, finalement, ce tronc commun, il n'est pas né de nulle part. Et donc, on essaye aussi d'aller voir des choses qui sont aussi inspirantes dans d'autres pays, notamment au Canada. On a pu aller aussi observer les différentes pratiques. Là, on est allé l'année passée avec 12 directions du secondaire pour essayer de voir finalement comment eux fonctionnent au niveau du leadership partagé, la gouvernance, etc., sachant qu'eux aussi sont passés avec un plan de pilotage qui est aussi un tronc commun polyvalent. Et donc voilà, c'était pour essayer de mettre la mise en œuvre. Les directions voulaient essayer d'avoir une vision méta de ce qui fonctionne ou pas pour ensuite pouvoir essayer de transférer en fonction de leur culture propre, évidemment, au niveau de l'école. On a aussi eu un accompagnement de 12 heures NTPP par une formatrice en enseignement explicite qui peut soutenir nos enseignants. Et là, je tiens vraiment à signaler que l'enseignement explicite, c'est complémentaire à ce qu'on met déjà en œuvre au niveau de la gestion mentale, l'éducation au choix, etc. Et ce n'est pas quelque chose qui va venir remplacer. Donc ça, c'est un peu aussi notre philosophie avec les directions de la zone, de se dire il faut avoir une palette diversifiée et pas essayer de suivre non plus un mouvement de mode qui dit « Ah voilà, maintenant, c'est telle manière de fonctionner, il faut se laisser là-dessus et on oublie le reste. » Voilà, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ce qui est aussi important, c'est, on se dit, on a parlé des directions. Ici, c'est aussi au niveau des équipes éducatives. Et donc,
on fait aussi un consortium Erasmus+. Donc cette année, par exemple, on est parti en Finlande. L'idée, c'est de voir évidemment comment ça fonctionne ailleurs. Parce que certains ont besoin aussi de pouvoir voir comment ça fonctionne ailleurs pour ensuite pouvoir retransférer dans leur classe. On avait 3 objectifs. Le premier, c'était de pouvoir se dire, tiens, comment ailleurs ils gèrent des classes hétérogènes avec des jeunes à besoins spécifiques, parce que ça fait vraiment peur. Je pense que sur le terrain, les enseignants ne sont pas contre de pouvoir accueillir tout le monde et d'avoir une école inclusive. La seule chose, c'est que certains ne se sentent pas assez formés ou outillés, et donc ils ont besoin qu'on les aide à ce niveau-là, qu'on les accompagne. Un autre objectif, c'était aussi de se dire, tiens, finalement, comment les autres pays gèrent l'accrochage scolaire. Comment est-ce qu'ils arrivent à motiver les élèves? Comment ils arrivent à permettre une orientation positive, un choix positif, et éviter une ségrégation. Et l'idée aussi, c'était de se dire comment les autres pays fonctionnent avec l'évolution du métier, essayer de s'enrichir de leur mode de fonctionnement. Autre chose, finalement, après, on essaye aussi d'avoir des COP, des communautés de pratique. Donc, il y a des directions qui se réunissent entre elles pour essayer de repenser finalement la mise en œuvre du tronc commun au sein de leurs différentes écoles. Et les enseignants aussi, eux, ont leur groupe Révolution. Les assistantes sociales aussi des dispositifs internes d'accrochage scolaire ont aussi des intervisions parce qu'on se rend compte, en tout cas sur le terrain, que ces moments d'échange, ils sont riches et précieux. Donc voilà, les leviers du tronc commun, ça va, je suis plus ou moins dans les temps. Le projet pédagogique, évidemment, c'est pouvoir redonner du sens à l'apprentissage des élèves, futurs citoyens responsables, la mobilisation de l'ensemble des acteurs vers une continuité et un alignement pédagogique, ça on y croit vraiment. Avoir une formation commune à l'ensemble des élèves, évidemment, on est pour réduire les inégalités et croire en l'apprentissage et en l'apprenant. Et des temps d'échange et de partage de bonnes pratiques, ça, c'est vraiment, en tout cas, quelque chose qui fonctionne bien chez nous et qu'on souhaiterait davantage. Et d'où le frein de se dire, on nous demande beaucoup de choses, mais la culture, ça prend du temps. Pouvoir changer les choses, changer nos modes de pensée, c'est compliqué, ça prend du temps. L'hétérogénéité des classes, comme je le disais, on n'est pas contre, mais il faut pouvoir laisser du temps de formation et de collaboration. Pas plus tard que mardi, je parlais avec un directeur du fondamental qui me disait « Mais tiens, finalement, pourquoi dans le fondamental, on ne peut pas aussi avoir des journées pédagogiques? Avoir peut-être 2 jours blancs, comme dans le secondaire, il y a des jours blancs. Pourquoi dans le fondamental, on ne pourrait pas avoir des jours blancs pour peut-être réfléchir davantage à ce qu'on met en œuvre, prendre le temps de se poser, prendre du recul par rapport à nos actions pour ensuite mieux rebondir et aussi, par exemple, avoir des conseils de classe de qualité. Un des freins, c'est évidemment dans le secondaire les infrastructures. On se pose la question de finalement comment on va pouvoir assurer les cours plus pratiques, notamment FNTTN, et voir aussi en termes de statut et fonction, qui va pouvoir donner ces cours, qui seront les enseignants qui pourront être formés à ça, pour ne pas que ces cours finalement soient discrédités par rapport à quelque chose qui ne serait pas à la hauteur, en tout cas, des attentes du tronc commun. Et alors aussi, un frein, j'ose peut-être le dire, mais la communication parfois désastreuse concernant le pacte. Que ce soit au niveau de nos médias, au niveau des politiques, etc., ça n'aide pas, évidemment. Ça n'aide pas nos équipes éducatives. Je pense qu'on croit tous en ce projet, le fait de faire parfois des coups de com' comme ça. Je crois fortement en l'éducabilité. J'ose espérer que ça touchera aussi nos politiciens. Mais je pense qu'on a besoin de rassurer tout le monde, et en ce compris les parents aussi. Et donc ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas de notre ressort, mais j'ose espérer quand même que les gens, à ce niveau-là, pourront aussi penser. Parce que ce tronc commun, c'est aussi les parents avec les élèves et pas que les équipes éducatives. Voilà.